Alain Soral, bonjour. Merci de nous accorder ce nouvel entretien mensuel. Nous allons commencer tout de suite par les élections régionales. On a pu constater aux derniers résultats un regain du Front National, une baisse du NPA ainsi que du MoDem et une abstention massive. Quels sont vos commentaires concernant ces élections? Je crois que tu as déjà tout dit. Hein. Il y a déjà première nouvelle, une grosse abstention, qui est à peu près le même type d'abstention qu'aux européennes. Mais aux européennes, on sait que c'est des élections pour rien. Les régionales, c'est dans l'ordre, c'est des élections pour rien de deuxième catégorie. Et je crois que moi, la montée de l'abstention est une bonne nouvelle. C'est-à-dire que les gens ne croient de moins en moins dans la mascarade de l'alternance gauche-droite, là, et commencent à trouver que les élections est un mauvais spectacle, parce qu'on sait déjà que c'était un spectacle, mais en plus c'est un spectacle qui devient profondément inintéressant. Ce qui fait que finalement le PS qui se réjouit d'avoir gagné toutes les régions et finalement n'a pas gagné grand-chose, c'est plutôt le sarkozysme qui s'écroule, comme ce qui est d'ailleurs, enfin, fort logiquement. Donc il y a une vraie défaite de l'UMP, une fausse victoire du PS. Et évidemment, après, il y a qu'est-ce qui bouge réellement en France. Il y a effectivement deux baudruches qui sont dégonflées, c'est la baudruche Bayrou et la baudruche Besancenot, qui sont deux faux leaders. Bayrou qui avait été monté de toutes pièces comme troisième homme pour priver Le Pen de ce rôle de troisième homme à la dernière présidentielle, et qui est censé incarner le centre, ce qui ne veut strictement rien dire, parce qu'on est déjà dans un gouvernement centriste en réalité, puisque Sarkozy est un républicain démocrate, il s'est fait élire à droite, il a coopté à gauche, et en fait il est ni de droite ni de gauche, il règne au centre, c'est-à-dire nulle part, et finalement Bayrou n'a aucune offre alternative à proposer, n'existe pas, et son mouvement orange, là, qui ressemble un peu au pseudo-révolution orange à l'Est, est en train de s'écrouler progressivement et inéluctablement. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire appel à lui en cas de crise pour une présidentielle, par exemple, parce que c'est comme un cheval dans une écurie. Les propriétaires de haras peuvent très bien le remettre en course à un moment donné, mais je veux dire, la baudruche qui avait été gonflée pour les présidentielles achève de se dégonfler logiquement. Donc si on ne lui remet pas un coup de pompe, ça va continuer à baisser. Et puis l'autre dont on peut se réjouir, c'est Besancenot, parce qu'on y est plus directement intéressé, puisque Besancenot est le faux candidat radical par excellence, qui est sur une ligne faussement antimondialiste, puisqu'il est immigrationniste et anti-frontière, et que tous les penseurs sérieux et de la gauche sérieuse, de Todd à Maurice Allais, ont bien expliqué qu'aujourd'hui le protectionnisme et le retour aux frontières était une démarche de gauche et absolument nécessaire pour lutter contre le mondialisme financier. Donc finalement le petit jeu que Sarkozy voulait faire jouer à Besancenot, en essayant d'imiter le maître Machiavel Mitterrand, qui avait fait jouer ce rôle-là au Front National contre la droite, puisque finalement Besancenot devait jouer pour le PS ce que le Front National avait joué pour la droite sous Mitterrand, mais on voit que ça marche pas, puisque malgré tous ces sponsors au niveau du pouvoir, toutes ces aides au niveau médiatique avec Drucker, etc., Besancenot s'est complètement écroulé, et je pense que maintenant il va commencer à souffrir, parce que toute la gauche le rend responsable du refus d'y aller collectivement, ce qui est logique, parce que son boulot c'était de diviser. À l'intérieur de son propre parti, les gens qui n'étaient pas d'accord avec sa ligne bobo médiatique vont sans doute commencer à s'énerver. Donc moi je pense que Besancenot, là, il a un peu mangé son pain blanc et qu'il va souffrir. D'autant plus qu'on a Cohn-Bendit qui lui fait un boulot qu'il a toujours su faire de diviseur à gauche, et qui lui a un gros CV, puisqu'il était déjà dès 68 mandaté pour essayer d'aider à la liquidation du vrai anti-impérialiste qui était De Gaulle, et là il est en train de piloter les Verts, et je pense que la remontée de Cohn-Bendit est aussi un espace qui disparaît pour Besancenot comme rôle de petit diviseur de la gauche à gauche. Donc ça on peut se réjouir, parce que Besancenot m'a personnellement insulté, c'est un ennemi personnel de ER, puisque nous sommes des vrais critiques sérieux du mondialisme, et lui est un faux, et donc on doit se réjouir donc déjà de l'abstention, se réjouir de l'écroulement de la baudruche, j'ai même oublié son nom,
Bayrou, de l'écroulement du petit facteur factice Besancenot. Et après, qu'est-ce qui reste? Bon, on va même pas parler de la fausse victoire du PS, ça n'existe pas, il y a eu Martine Aubry pour faire semblant d'y croire. Pareil, vieux cheval de retour, annoncé, crevé, je sais pas combien de fois, elle était déjà morte au moment des 35 heures et elle revient, c'est comme l'éternel retour de Fabius, l'éternel retour de Martine Aubry, enfin ça c'est les professionnels de la politique, quoi. Ça n'a aucun intérêt, ça n'existe pas. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste en fait deux tendances fortes qui montent malgré tout. C'est en fait l'écologie d'un côté et le Front National de l'autre. Si on veut simplifier et résumer, c'est plus d'arbres pour les uns et les autres moins d'arabes, quoi. C'est aussi simple que ça. Parce que moi je me félicite de la remontée du Front National parce que c'est moral. Sarkozy avait dédiabolisé le Front National pour piquer les électeurs au Front National. Il les a trahis, bien évidemment. Et maintenant, finalement, les électeurs du Front National retournent au Front National, mais en plus, le Front National est dédiabolisé. Il est dédiabolisé par Sarkozy, par Zemmour. Et finalement, ce qui veut dire que la barre des 20% qui avait été imposée par le point de détail et autres montages de Carpentras, elle saute. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, non seulement le front remonte, mais on voit pas pourquoi il remonterait pas, parce que si Zemmour, c'est la libération de la parole gauloise et que tout ce qu'il dit est très bien, étant donné que Le Pen le dit depuis 35 ans, moi d'ailleurs depuis 10 ans et Marine Le Pen depuis 3 ans, on voit pas comment aujourd'hui on interdirait aux gens de voter le Front National, ce qui veut dire que le Front National peut, contrairement aux années 80 où il avait été bloqué à 20%, peut non seulement monter mais continuer à monter, puisque en fait le Front National c'est la droite aujourd'hui, la gauche étant l'écologie. En fait c'est la vraie droite, c'est le Front National qui pose clairement la question de l'immigration et de l'identité nationale, dont tout le monde admet aujourd'hui que c'est un vrai problème, même si je pense que l'anti-islamisme est une radicale et monomaniaque est une fausse réponse, et c'est traiter les effets plutôt que les causes. Et puis de l'autre côté, pour les gens de gauche, c'est l'écologie, quoi. Voilà, puisque ça permet de ne pas parler des rapports sociaux et de pas attaquer le capital de plein fouet. Donc voilà, on a en fait comme conclusion deux tendances fortes dans la politique, le Front National sur une ligne identitaire, l'écologie, et c'est effectivement cette nouvelle gauche et cette nouvelle droite, et tout le reste, à mon avis, finalement n'existe qu'à la marge, quoi. Revenons un petit peu sur la polémique concernant Éric Zemmour, survenue après son passage dans l'émission Salut les Tariens, où il avait déclaré que la plupart des trafiquants étaient noirs et arabes. Ces propos avaient provoqué un tollé général de toutes les associations antiracistes et des médias officiels. Zemmour s'estimait victime de maccartisme, mais on a appris aujourd'hui que le Figaro avait finalement refusé de le licencier et que la LICRA, qui souhaitait le poursuivre en justice, a finalement renoncé après une simple lettre d'excuse. Alors, maccartisme ou théâtre? Oui, il est évident que... Bon, d'abord, Éric Zemmour dit la même chose depuis 20 ans à peu près, donc on ne peut pas dire qu'il ait changé de discours, contrairement à Finkielkraut, qui lui était parrain des SOS racistes, et membre d'honneur de la LICRA, parle de République tout en étant sur des radios communautaires. La différence quand même, c'est que Zemmour n'a pas de double langage, contrairement à Finkielkraut, et un des charmes de Zemmour, c'est qu'il a démonétisé Finkielkraut, c'est qu'on voit moins la de Finkielkraut, au moins on la voit moins, et ça c'est déjà bien. Donc Zemmour dit la même chose depuis 20 ans en réalité, donc la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi aujourd'hui il est tellement poussé en avant, parce qu'en fait il y a Zemmour l'individu qui dit des choses que je dis moi avant lui ou comme lui, que Le Pen a dit avant lui, etc. Et la question c'est pas Zemmour, c'est pourquoi, si le pouvoir existe, et le pouvoir c'est aussi les médias, pourquoi Zemmour est autant poussé en avant aujourd'hui, alors qu'avant il aurait effectivement il aurait rencontré des ennuis, et d'ailleurs à une époque il a eu des périodes où il a eu plus d'ennuis. Donc effectivement aujourd'hui la persécution de Zemmour et du théâtre, parce qu'en réalité il est omniprésent. Deuxièmement, on le voit bien, il est absolument pas persécuté, puisque finalement aujourd'hui il est même intouchable, puisque on a fait semblant de l'attaquer et on a vu qu'il y a eu des manifs de soutien, que la LICRA a renoncé, etc. Donc moi je prends acte qu'il y a une libération de la parole gauloise, que Zemmour incarne très bien, et qu'aujourd'hui il y en a un peu marre effectivement de cette chape de plomb d'interdit, etc., qui est montée crescendo depuis le milieu des années 80 jusqu'à aujourd'hui, et je me félicite de la libération de la parole gauloise. Et la question maintenant c'est, est-ce que cette libération de la parole gauloise va juste permettre à un juif de finalement montrer du doigt les arabes et les noirs? Voilà, c'est ça qu'il faut se poser comme question, parce que ce que dit sur Zemmour sur les dealers, etc., c'est pas faux, mais un, c'est montrer les effets plutôt que les causes, et puis deux, ça apporte pas grand chose pour la paix civile. Et puis trois, moi je me pose la question de savoir si Dieudonné, au nom de la même liberté, disait demain que c'est vrai que les noirs et les arabes se retrouvent majoritairement chez les dealers,
et les petits délinquants. Est-ce que si Dieudonné disait par exemple que dans les délinquants financiers il y a majoritairement des juifs, ce qui est aussi vérifiable avec le procès du Sentier, l'affaire Madoff et le travail que fait Goldman Sachs à Wall Street, ce qui coûte d'ailleurs beaucoup plus cher, hein, est-ce que ça passerait aussi bien? Voilà, c'est ça que. Et est-ce qu'on n'est pas dans un deux poids deux mesures? C'est ce qu'il faudrait vérifier. Et puis quand je vois que Zemmour écrit une lettre à la LICRA pour s'expliquer avec M. Jakubowicz, je dis très bien, finalement on retire la plainte. Moi, je conseille vivement à Dieudonné d'écrire aussi à Jakubowicz de la LICRA et dire on s'est mal compris, et puis que Jakubowicz retire sa plainte, puisque comme je sais, aujourd'hui, la LICRA continue de persécuter Dieudonné, d'essayer de lui arracher le quartier de chair, comme dans le marchand de Venise. Hein. Donc, moi, je trouve que Zemmour, c'est très bien, mais que il faut que ça libère la parole gauloise pour tout le monde selon les mêmes règles. Et puis surtout, je dis à Zemmour, à la limite, il va pas assez loin. Parce qu'une fois qu'il a dénoncé la mascarade de l'antiracisme et ce qu'a produit comme dégâts la haine de soi au niveau de la haine de soi française et la destruction de l'assimilation, qu'ils disent qui a monté la combine, hein, qu'ils le disent jusqu'au bout. Et là, il verra que ça va commencer à devenir plus difficile pour lui parce que il va se retrouver face à sa propre communauté. Je pense qu'il le sait très bien d'ailleurs. Donc moi, j'incite Zemmour à aller encore plus loin dans la dénonciation et plus loin dans le courage et plus loin dans le discours de vérité. Ça, c'est certain. Et puis, j'aime bien Zemmour, et puisque j'ai noté qu'il aimait la France, tant mieux, parce que aujourd'hui, grâce à Zemmour, on a à nouveau le droit d'aimer son pays, d'aimer Louis XIV, d'aimer le baptême de Clovis, etc. Moi, ce que j'ai envie de dire à Zemmour, qui est un peu une petite ironie, mais parce que je l'aime bien, il y avait à l'époque de l'Action française des Juifs à l'Action française, comme à Lévis, et qui montraient leur amour sincère de la France en se convertissant au catholicisme. Puisque chacun sait qu'être juif, Elisabeth Lévy nous l'a répété récemment, c'est pas seulement une religion, c'est aussi un peuple, c'est même une nation avec Israël. Vous voyez. Donc moi je dis que Zemmour doit aller jusqu'au bout et qu'il doit se convertir au catholicisme pour montrer qu'effectivement il n'est pas dans la double allégeance, qu'il n'a pas deux patries. Parce que quand on aime la France comme il l'aime, on doit faire comme a fait Marcel Dassault à une époque, comme a fait Michel Debré, on doit se convertir au catholicisme. Donc j'attends maintenant que Zemmour aille jusqu'au bout de son assimilation. Parce que lui aussi est un métis, et lui aussi est un immigré, il ne faut pas oublier. Hein. Il vient du Maghreb, il est issu d'une double culture, et je voudrais qu'il s'assimile jusqu'au bout, je le souhaite, qu'il donne l'exemple, et qu'il se convertisse au catholicisme, pour montrer son amour sincère et total de la France, dont je ne doute pas. Concernant le livre d'Éric Zemmour, est-ce que vous l'avez lu? Et deuxième question, qu'est-ce que vous pensez de sa vision d'une France? Alors, je n'ai pas lu le livre d'Éric parce qu'il m'a envoyé un mail l'autre jour en me demandant si je l'avais reçu en service de presse. Je lui ai dit non et normalement il doit me l'envoyer. C'est que moi, contrairement à lui, je ne gagne pas des centaines de milliers d'euros par mois parce que je suppose que s'il touche déjà 10 000 euros par mois pour ne pas y aller au Figaro, si on multiplie ça au moins par 6, il gagne beaucoup d'argent. Moi, pour pouvoir survivre, je suis obligé de créer moi-même un journal, le vendre moi-même, un peu comme le professeur Choron à la fin de sa carrière, qui est obligé de vendre gros dada à la criée. Donc j'estime normal, compte tenu du fait qu'on partage beaucoup d'idées, Éric Zemmour et moi, et qu'il m'en doit même quelques-unes, qu'il tienne sa promesse et qu'il m'envoie ce bouquin qu'il doit m'envoyer. Donc j'attends de le recevoir pour le lire. Je sais à peu près ce qu'il y a dedans, puisqu'il fait l'apologie, nostalgie française. Alors lui... je ne suis pas du tout sur sa ligne, sur l'idée que la France est un empire. Moi, je suis beaucoup plus sur la ligne d'Asselineau, qui me semble beaucoup plus juste. La France est une proposition alternative et a toujours été une insoumission aux empires. Il y en a toujours eu deux, l'empire anglais et l'empire allemand. Hein. Même quand d'ailleurs l'empire allemand est incarné par le roi d'Espagne. Hein. Il y a de la culture, j'en ai aussi. Ceux qui veulent travailler le dossier peuvent le travailler. Vous verrez que la France échappe toujours à deux empires dominants, qui sont des empires, c'est soit le Saint-Empire romain germanique, soit la perfide Albion, et donc la France ne peut être un empire que culturel, un empire d'insoumission. Et ça, c'est le discours d'Asselineau qui est beaucoup plus juste. Hein. La France est un modèle d'insoumission, et peut être le leader des non-alignés, et proposer toujours une troisième voie, ce que, à mon avis, De Gaulle avait parfaitement compris. Chaque fois que la France s'est lancée dans l'impérialisme, c'est déjà d'ailleurs l'avertissement que donnait Robespierre à la future épopée napoléonienne, la France, une fois qu'elle se lance dans une épopée impériale, elle perd tout. Hein. Elle finit beaucoup plus faible qu'après. C'est arrivé avec Napoléon. On a tout perdu à Waterloo. C'est la fin je suis d'accord avec Zemmour. On a tout perdu. La fin de la domination de la France, c'est Waterloo. Et Waterloo, c'est Napoléon. Et Napoléon, c'est justement l'erreur de vouloir propager la Révolution française par la force des baïonnettes. Il y a des discours de Robespierre excellents là-dessus. Il faut que maintenant Éric Zemmour, puisqu'il aime la France et qu'il la découvre, qu'il découvre l'autre Robespierre, pas celui de Michelet, mais celui qu'il pourra découvrir chez Lefebvre
et Massin. Voilà, je vais lui donner encore des bouquins à lire. Je crois que c'est moi qui lui ai fait découvrir le bouquin de Simon Epstein sur la gauche dans la collaboration. Je vais lui en faire encore découvrir d'autres qui lisent Massin et qui redécouvrent le Robespierre de Massin et Lefebvre et qui découvrent que Robespierre avait déjà vu à quoi mènerait l'épopée napoléonienne. Et donc je ne suis pas du tout d'accord avec Eric là-dessus. J'ai une grande nostalgie moi aussi de la grandeur de la France, mais la France n'a jamais été un empire, et chaque fois que la France a cru l'être, elle s'est déshonorée moralement, et s'est écroulée même sur le plan de sa puissance économique et politique. Le deuxième exemple étant l'épopée coloniale française, qui s'est soldée par la liquidation de l'empire dans la honte et le déshonneur. C'est pour ça d'ailleurs que moi je suis très opposé à tout ce qui est réouverture du dossier de l'Algérie française, parce que je crois que dans cette épopée coloniale, il n'y a que des perdants. Voilà. La France est déshonorée. Ceux qui y sont allés, poussés par Jules Ferry, c'est-à-dire par la gauche, finalement, ont beaucoup travaillé, se sont fait foutre dehors ou assassinés. Et puis finalement, les Algériens, on leur a amené Jean-Jacques Rousseau et l'indigénat, ce qui n'était pas du tout compatible. Et quand on leur a proposé la citoyenneté française, c'est parce que c'était déjà trop tard qu'ils allaient nous foutre dehors. Et d'ailleurs, c'est parce que De Gaulle ne voulait pas le leur donner qu'il a renoncé à l'Empire. Donc en fait, la France s'est déshonorée dans son épopée impériale. Elle n'a pas gagné d'argent, il faut le savoir. L'impérialisme français est économiquement foireux. Jacques Marseille l'a démontré. C'est pas du tout l'impérialisme anglais, qui est un empire au nom du roi d'Angleterre et de la Compagnie des Indes orientales, c'est-à-dire ce qui n'est pas un mensonge égalitaire, mais qui est par contre une entreprise commerciale bien menée. Donc nous avons échoué sur le plan idéologique car nous avons menti par rapport à nos valeurs, et nous avons échoué sur le plan économique parce qu'on n'a même pas gagné d'argent. Voilà, donc l'épopée coloniale française, ce que Zemmour appelle l'impérialisme français, n'est pas compatible avec le logiciel français, et moi j'incite les gens à aller voir les vidéos de monsieur Asselineau sur internet, et ils verront ce que c'est que quelle est la vraie nostalgie de la vraie France. Voilà. Et elle est chez Asselineau, elle n'est pas chez Zemmour. On vient d'apprendre récemment que le FMI devrait intervenir dans les prochaines semaines pour soutenir la Grèce en complément des prêts bilatéraux européens. Est-ce qu'on n'a pas là un aveu de faiblesse des institutions et des gouvernements de la zone euro, incapables de faire face à la situation, et qui préfèrent maintenir la monnaie européenne avec toutes ses contradictions jusqu'à un retour brutal au réel? Cette histoire qui touche la Grèce est une histoire très complexe. Moi, ça me rappelle ce qui s'est passé avec l'Argentine, faut pas oublier. On est quand même dans une période où la puissance financière de Wall Street se permet, après avoir spéculé sur des entreprises de plus en plus grosses, après de spéculer sur des matières premières, notamment par exemple des matières énergétiques ou alimentaires, à une puissance aujourd'hui de déstabilisation mondiale. Et depuis quelque temps, Wall Street, et notamment Goldman Sachs, avec la complicité des agences de notation, spéculent sur des pays entiers, c'est-à-dire les déstabilisent. Donc il y a la crise de la Grèce, qui est, à mon avis, une crise qui n'a rien de particulière, qui est de l'endettement, qui est classique. On pourrait expliquer d'ailleurs que l'endettement vient de la manière dont les États sont obligés d'emprunter maintenant sur le marché de l'argent et n'ont plus le droit d'emprunter à eux-mêmes à taux zéro, c'est déjà un premier truc. Mais dans un deuxième temps, la façon dont aujourd'hui les énormes banques spéculatives comme Goldman Sachs s'amusent à manipuler les États entiers pour faire de l'argent sur leur déstabilisation, c'est-à-dire spéculent sur les économies des pays. Et en fait, la crise de la Grèce, c'est d'abord un changement encore d'échelle dans ce à quoi s'attaquent les spéculateurs de Wall Street. Maintenant, ils s'attaquent aux États. Donc ça, il faut bien le comprendre. Deuxièmement, face à cette spéculation éhontée, effectivement, ceux qui doivent payer la casse, ça serait les autres Européens. On leur demande une solidarité. L'Allemagne ne veut pas parce que ça serait la première à être obligée de payer. Ce qui veut dire que tant que l'Europe a intéressé l'Allemagne, et l'Europe, depuis que De Gaulle a été mis sur la touche et a été trahi par sa propre droite, à partir de comment dirais-je, de Rothschild. Rothschild, c'est Pompidou, c'est un lapsus. L'Europe est pilotée dans les intérêts de l'Allemagne. Donc tant que l'Europe a été l'intérêt de l'Allemagne, l'Allemagne a fait en sorte que personne ne puisse en sortir. Aujourd'hui que c'est l'Allemagne qui doit mettre sa main à la poche, finalement elle dit en gros qu'elle pourrait même menacer de chasser de la zone euro la Grèce, qui est assez étrange. Normalement, c'est le truc, c'est la catastrophe. Donc je pense qu'il y a quand même derrière tout ça un peu un théâtre. Et comme par hasard, on voit que le chevalier blanc, pour pas que les Européens payent plus ou moins, c'est le FMI. Et deux, l'idée de dire aussi, il y a deux jeux en présence. Il faudrait donc un ministère de l'économie européen, c'est-à-dire finalement que les États n'aient plus le contrôle de leur gestion économique du tout. Donc il y a un coup de force qui est fait pour que le ministère de l'économie européen devienne vraiment
prennent vraiment les pleins pouvoirs sur les économies nationales. C'est un premier coup de force qui est fait en se servant de la crise portugaise. Et deuxièmement, que le FMI pourrait participer. Et là, on est quand même dans une logique qui ressemble un peu à ce que raconte Pierre Hillard, c'est-à-dire qu'on couple l'Europe à quelque chose qui est d'une échelle supérieure, qui est le mondial. Hein. C'est l'Europe qui travaille avec le mondial, et on sait très bien, si on a lu Pierre Hillard, comme il faut lire aussi ou écouter Asselineau, que l'Europe n'est qu'un marchepied du gouvernement mondial et du mondialisme, et que c'est en réalité la même chose. Donc on voit bien que là, il y a quelque chose qui se met en place, qui ressemble au projet mondialiste. C'est d'un seul coup l'Europe qui s'accouple avec le FMI, qui est quand même une instance mondialiste d'échelle supérieure. Et donc il y a quand même un théâtre derrière cette crise grecque, qui n'est pas qu'on pourrait espérer être l'éclatement de l'Union européenne et le retour aux nations, etc. Et c'est pas tout à fait ce qui se passe. C'est peut-être une domination encore plus grande des nations au niveau de leur perte totale de contrôle de leur ministère de l'économie, et aussi un couplage Europe du gouvernement mondial à travers la collaboration du FMI et de l'UE et de la BCE, etc. Donc c'est à mon avis comme ça qu'il faut analyser la situation. Et ceux qui rêveraient que l'Europe éclate en ce moment grâce à la Grèce, puis l'Espagne, puis peut-être même la France, et que finalement tout le monde sorte de la zone euro, c'est pas, en tout cas je pense pas que c'est la volonté des technocrates de Bruxelles qui ont tous fait des stages et des études et qui ont tous été financés par les Américains. Pareil, si on regarde les vidéos d'Asselineau, on découvre ce que c'est que l'Europe en réalité. C'est une officine mondialiste pilotée par les Américains. Je crois que malheureusement, on va être déçu si on croit que c'est le début de l'écroulement de l'Europe. C'est la fin plutôt, c'est une étape supplémentaire à travers une crise orchestrée de soumission de plus des pays européens à une instance mondialiste, exactement comme la crise de Wall Street a renforcé le pouvoir mondialiste de Wall Street sur le dos des peuples du monde qui payent l'addition. Hein. C'est plutôt ça qu'il faut, c'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses. Et là encore, j'espère me tromper. Hein, j'ai pas la science infuse, mais j'ai une certaine expérience de la roublardise des instances mondialistes. Et chaque crise du mondialisme, ça a commencé avec la guerre de 14, hein, et même dès 1907, est un moyen dont se servent les instances mondialistes pour augmenter leur pouvoir en prétendant gérer une crise qu'elles ont elles-mêmes créée dans le but de renforcer leur domination. J'ai pu lire dans Libération il y a quelques jours que Dominique Strauss-Kahn allait pouvoir incarner l'alternative à Sarkozy. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse de Libération ? Alors, on voit bien que le vrai enjeu sérieux des élections, c'est quand même les présidentielles. En ce moment, on a un Sarkozy qui est de plus en plus cuit et dont il est possible qu'il ne se représente pas. Et les puissants qui nous dominent, leur but, c'est de garder la maîtrise de la domination, la mainmise sur la France. Et ça se fait comme en Amérique par la fausse alternance. Et il est évident que si on voit en ce moment des sondages qui disent Strauss-Kahn, le seul qui pourrait, le candidat qui fait peur à la droite, comme s'il y avait une gauche et une droite, ou le seul qui battrait Sarkozy au deuxième tour, en ce moment, le système de domination qui réfléchit, qui travaille, se dit qu'un Sarkozy complètement grillé et la droite institutionnelle, la droite du spectacle avec lui, pourrait faire que les Français, par agacement, votent pour le candidat de gauche, et si c'est le candidat de gauche, c'est Strauss-Kahn, eh ben, on a un vainqueur de gauche qui est encore plus mondialiste, encore plus américaniste et encore plus sioniste que l'autre. Hein. Donc effectivement, c'est pareil que pour ce que je disais avant, ce qui apparaît être une défaite de la droite, quand on sait ce que c'est que la droite c'est le capital, est en fait une super victoire de la droite. Donc ça serait une belle escroquerie. Et effectivement, peut-être que c'est un des coups que prépare la domination mondialiste. C'est pas pour rien, à mon avis, que Strauss-Kahn est patron du FMI depuis 5 ans. C'est pas pour rien que Sarkozy a validé son élection à la tête du FMI. Un Strauss-Kahn qui arrive comme le chevalier blanc pour mettre d'accord, régler la lutte interne des primaires, où en ce moment les gens du PS se luttent entre eux et s'affaiblissent réciproquement. Lui se tient à l'écart, il revient dans la dernière ligne droite comme le sauveur, auréolé d'une maîtrise de l'économie mondiale, et n'ayant pas pris part à la bagarre affaiblissante. Ça pourrait être le candidat unique de la gauche. On aurait d'un seul coup un Cohn-Bendit qui lui ramènerait les écologistes, parce que Cohn-Bendit a toujours travaillé pour les mêmes patrons que les patrons de Strauss-Kahn, et ça depuis 1968, pour ceux qui s'intéressent à tout ça. Et ça nous ferait une belle victoire de gauche, qui serait en fait, pour moi, selon mes critères, une belle victoire de l'extrême droite. C'est-à-dire qu'on aura un candidat encore plus à droite sur le plan mondialiste, plus communautaire, plus américanophile et plus sioniste que Sarkozy, qui ayant
ayant bien fait son boulot, pourrait partir, ouvrir un cabinet d'avocats à Miami. Enfin, le scénario peut être celui-là, effectivement, et il y aura toujours des cons pour dire c'est la victoire de la gauche, ça évidemment aidé par les médias, tous les tartuffes et tous les relais du système. Donc effectivement, Strauss-Kahn, candidat très crédible à la fausse alternative à gauche, pour renforcer encore la domination mondialiste sur la pauvre France, humiliée, ridiculisée périodiquement par les mascarades électorales. Égalité et Réconciliation, l'association dont vous êtes le président, a tenu son assemblée générale ce week-end dernier. Pouvez-vous faire un compte-rendu de cette assemblée et des directions qui ont été prises à cette occasion? Après des commentaires sur le pouvoir mondialiste, on revient à des échelles plus ténues, plus petites. C'est l'association Égalité et Réconciliation. Et oui, il y avait l'assemblée générale ce week-end. On est 800 membres. On a une belle doctrine qui s'appelle Gauche du travail, droite des valeurs pour une réconciliation nationale. On a un site internet très performant, des militants formés dont je fais partie, qui ont bien compris les fondamentaux qui fait qu'on peut comprendre un peu la mascarade politique, ce qui n'est pas facile si on écoute les candidats de gauche et de droite traditionnels, y compris Besancenot, peut-être un peu moins Mélenchon, mais quand même un peu, parce que ces gens-là savent que s'ils disent tout, ils sortent du système. Et on a aussi, on s'est flatté de toutes nos qualités, de toutes nos forces, et on a fait aussi un peu preuve de modestie, en rappelant bien quand même qu'on était dans un monde infiniment puissant, infiniment violent, où, étant généreux et plein de bonnes idées, on était aussi très fragile, puisque nous avions des ennemis partout. L'extrême gauche menteuse, incarnée par Besancenot, l'extrême droite racialiste qui nous reproche notre main tendue aux Français musulmans patriotes, les sionistes bien entendu, y compris certains islamo-sionistes, pour ceux récemment qui ont entendu mon interview sur la radio Almanar, dirigée de Rabat et par la famille Azoulay sans doute, que le contexte politique était beaucoup plus compliqué et violent que ce qu'on pouvait penser quand on a 20 ans et qu'on veut militer. J'ai un peu rappelé ça à mes militants, parce qu'il est mon devoir, moi, de ne pas envoyer mes militants au casse-pipe, et donc on a rappelé ce qu'on savait faire, de l'agitation propagande intelligente, de l'information, de la pédagogie, des vidéos, de l'affichage qui peut être de talent qu'on va développer encore. Donc c'était une assemblée de réorganisation, où on a reposé un peu nos objectifs, et où on a bien rappelé quand même à ceux qui ne l'avaient pas compris qu'on n'avait pas les moyens de prendre le pouvoir demain, que de toute façon, même si on le prenait, on ne saurait pas trop quoi en faire, parce qu'on n'est pas là on est là pour éclairer les gens et les aider à échapper à la domination par le mensonge, et pas pour essayer de remplacer une domination par une autre. Donc nous faisons notre travail d'éclaireurs, de producteurs de concepts, de diseurs de vérité, même parfois quand ces vérités peuvent même d'ailleurs nous gêner nous-mêmes, hein. Et ça s'est très bien passé. On a axé sur la réorganisation, sur la formation et sur le talent. Et la synthèse, c'était on doit être absolument radical sur le fond, mais on doit être très, quelque part situationniste sur la forme. Hein. Sinon, de toute façon, on emmerde les gens, on fait peur, on prête le flanc à toutes les manipulations médiatico-policières. Et il était temps, effectivement, ça s'appelle une crise de croissance, il était temps de faire le bilan de 3 années d'existence, de voir ce qui avait été bien dans ce qu'on avait fait, de ne rien regretter bien sûr, mais de faire en sorte de continuer à avancer et à grandir. Et je crois que ce qu'on a fait ce week-end était nécessaire pour que nous continuions à grandir. Nous sommes 800 aujourd'hui, je pense que nous serons peut-être 2000 dans assez peu de temps si nous mettons en pratique ces quelques petites modifications dans l'organisation et dans les objectifs que nous avons mis en place et fait voter à la majorité lors de notre assemblée de ce week-end. Voilà. Donc longue vie à égalité et réconciliation sur la ligne gauche du travail, droite des valeurs pour une réconciliation nationale.